Meurtre sans victime par Jacques Sésambre. Chapitre 1er. Quand on a passé la plus grande partie de sa vie dans un bureau, il est doux de se reposer à la campagne, même dans la grande banlieue, et de mener, toute proportion gardée, l'existence d'un gentleman farmer. Chaque matin, après avoir pris son café au lait, Amélie Tessard recommençait, dans son jardin, le tour du propriétaire, respirant l'air pur avec la gourmandise d'un homme qui en a été privé pendant longtemps. Depuis qu'il était en retraite et vivait à 60 kilomètres de Paris, il ne se levait guère avant 8 heures, mais conservait d'une existence méthodique des habitudes très régulières. Il jardinait jusqu'à midi, s'offrait après le déjeuner une bonne promenade avec son chien car Madame Tessard, un peu alourdie, ne parvenait pas à le suivre. Après quoi, jusqu'au soir, il se consacrait à la lecture ou à des travaux de menuiserie. Une belle matinée de septembre commençait. Les astères roses et mauves, les géraniums, resplendissaient sous un soleil anémié qui faisait penser à l'automne. Ainsi que chaque jour, Tessard venait de guetter le facteur sur la route par-dessus la haie de son potager, et maintenant, il jetait un coup d'œil sur les journaux, le Monde colonial surtout, où il retrouvait des noms connus. Tessard n'avait jamais quitté la France, mais gardait d'un quart de siècle passé entre les cartons verts du ministère de la rue Oudinot un goût marqué pour l'exotisme. Revenant vers sa maison, il était plongé dans les petites nouvelles de l'Afrique occidentale quand il s'arrêta. Un bruit de pas lui avait fait lever la tête, et à travers la clôture de grillage doublé de noisetiers, il aperçut la silhouette d'une dame qu'il voyait de dos dans le jardin de son voisin. Il pensa « Tiens, ce Varnier reçoit des visites et de bien bonne heure, ma foi, à moins que cette dame ne soit arrivée hier soir. » La silhouette disparut derrière un massif. Ce n'avait été qu'une apparition, mais suffisante pour permettre à Tessard de juger que la femme était élégante et assez jeune. Depuis qu'il vivait retiré du tourbillon parisien, comme il disait, Tessard accordait de l'intérêt à de menus faits qui n'eussent pas retenu son attention quelques années plus tôt. Cette visite l'étonnait, car il s'était fait à l'idée que son voisin recherchait la solitude. Ancien acteur qui n'avait pas dû fournir une carrière bien brillante, puisque son nom ne rappelait rien à Tessard, il venait de s'installer dans la maison voisine. C'était un homme grisonnant, mince et alerte, d'environ 55 ans, qui semblait à son aise, possédait une voiture et menait une existence de rentier. Une femme de ménage venait travailler chez lui le matin. Le reste du temps, il vivait seul et n'avait encore reçu aucune visite. Lorsque le hasard les rapprochait, les deux voisins échangeaient d'aimables banalités sur les conditions atmosphériques. Tessard pénétra dans la cuisine où sa femme hachait du bœuf bouilli froid. « Dis donc, Ernestine, c'est drôle. Il y a une dame chez Varnier, une dame plutôt chic, qui a l'air là comme chez elle. » Ernestine releva une mèche qui lui tombait sur les yeux. « Eh bien, en voilà une affaire. Il n'y a que toi que ça puisse étonner. Comme si on ne savait pas que ces gens de théâtre mènent des vies de patachons. Tu ferais mieux d'aller me chercher une feuille de laurier, une branche de thym et une poignée de persil et de cerfeuil pour mon hachis. »« Ah bon ?» dit Tessard. Il repartit, un peu désappointé par la fraîcheur de cet accueil. Généralement, Ernestine ne voyait pas du tout comme lui. S'il lui arrivait, son journal en main, après le déjeuner, de commenter, malgré lui, l'un de ces grands faits divers qui se terminent par de sensationnelles audiences en cour d'assises, elle le rabrouait brusquement. Il ne fallait pas avoir grand-chose à faire pour perdre son temps à lire des histoires pareilles, que les journalistes inventaient par ordre, afin de détourner de la politique l'attention des lecteurs. Quand il eut apporté à sa femme le bouquet de fines herbes dont elle avait besoin, il erra dans le jardin, observant ici les écussons à œil dormant d'un rosier, et là ces dernières boutures de géranium. En réalité, il longeait le grillage qui le séparait du jardin de Varnier, car l'apparition inattendue de cette femme l'étonnait, et il aurait voulu mieux voir l'ami de son voisin. Il ne doutait plus qu'elle fût arrivée la veille, un peu mystérieusement, à la nuit tombée. Sans doute ne voulait-elle pas se compromettre, car il avait eu l'impression tout à l'heure qu'elle lui tournait intentionnellement le dos en l'entendant venir. De là à conclure qu'elle venait en cachette, qu'elle était probablement mariée.
Tessard enviait son voisin de vivre une aventure comme lui n'en avait jamais connue. Bien qu'il n'eût pas même aperçu le visage de la femme, il aurait juré qu'elle était jolie. L'élégance de sa robe, les boucles savantes de ses cheveux d'un blond roux, une perle aperçue au lobe de son oreille, l'écharpe de couleur vive posée sur ses épaules, tout disait la femme de goût, soignée, coquette, qui n'était peut-être pas d'une beauté classique, mais avait certainement beaucoup de chic et d'allure. Elle devait être parfumée. En ces heures de rêverie, Tessard s'était plu parfois à imaginer qu'il recevait dans une garçonnière au rez-de-chaussée l'une de ces jolies femmes que l'on remarque dans la rue et qui laissent derrière elles un sillage un peu grisant. Lorsqu'il embrassait Ernestine, elle sentait généralement l'ail ou l'oignon car elle en mettait dans tout. Ce Varnier était décidément un heureux homme. Seul, tout le jour, il pouvait se promener, lire, dormir, fumer quand cela lui chantait, sans entendre les récriminations d'une épouse acariâtre. C'était peut-être pour mieux garder le secret de sa liaison, pour ne pas compromettre la dame, que cet ancien comédien retiré du théâtre à un âge où il aurait certainement pu continuer à exercer son métier, vivait maintenant dans un village très écarté de l'abri. La femme venait le voir pour la première fois. Le mari devait s'absenter de temps en temps et ils en profitaient. Tandis que Tessard feignait d'examiner attentivement ses arbustes et ses fleurs, son imagination courait. Il n'avait jamais rien connu de semblable pour son compte. Jeune encore, il s'était raisonnablement marié avec Ernestine, dont les parents tenaient un commerce de cannes et parapluies boulevard Beaumarchais. Toute sa vie s'était passée près d'elle, dans une monotonie relativement tranquille faite de concessions, d'habitudes, de petits heurts sans gravité, de soucis mesquins, de plaisirs médiocres, de fidélité sans amour. Il n'avait eu, avant son mariage, que de tristes aventures passagères. Si Ernestine mourait avant lui, il éprouverait un chagrin véritable en constatant son isolement, mais il n'aurait pas vraiment vécu. Voilà, il n'avait pas vécu, tandis que des artistes comme ce Varnier trouvaient tout au long de leur carrière des occasions d'aimer. C'était bien connu. Tessard n'avait jamais pénétré dans les coulisses d'un théâtre, mais il pensait que les mœurs y étaient faciles. Brusquement, il se redressa. À 30 mètres de lui, la promeneuse ayant terminé son tour de jardin, remontait vers la maison. Passant sous des arceaux garnis de rosiers, elle apparaissait par instants, fredonnant d'une jolie voix un peu grave un air que Tessard se souvenait d'avoir entendu à la radio. Comme elle tâtait du bout des doigts l'ordonnance de sa chevelure dorée, ses bagues scintillèrent au soleil, et il en conclut que c'était une personne très chic. « J'aimerais bien la voir de plus près, » murmura-t-il. Dans l'espoir qu'elle repasserait de son côté, il s'assit sur un banc de pierre. En arrivant à la maison, la dame lança d'une voix claire. « Dis donc, Henri, la vue est magnifique et tu as de très jolies fleurs, c'est charmant. » Varnier, qui devait se trouver dans la villa, répondit quelque chose que Tessard ne comprit pas, mais qui devait signifier « Eh bien, puisque l'endroit te plaît, j'espère que tu viendras me voir souvent. » Tessard pensait. Sans doute prépare-t-il lui-même la table pour mieux la recevoir, la gâter. Il a bien de la chance. Quelques minutes plus tard, il entendit que l'on jouait du piano chez son voisin. La maison avait été construite par un peintre autrefois. Et au premier étage, la baie d'un atelier s'ouvrait largement dans la toiture. C'était là que l'on faisait de la musique. Dans l'air calme de cette belle matinée d'automne, le deuxième nocturne de Chopin exécuté par des doigts fermes, avec beaucoup de sentiment, portait sa mélodie désespérée loin sur les prés environnants. Elle joue admirablement, pensait Tessard. Il ne doutait point que ce fût la visiteuse, car s'il avait remarqué le piano un mois plus tôt, lors de l'aménagement de son voisin, jamais encore celui-ci ne s'en était servi. Aussi, quand moururent les dernières notes, ne fut-il pas surpris d'entendre Varnier crier d'en bas « Bravo Hélène, c'est magnifique. Écoute, fais-moi plaisir, joue-moi aussi la sonnette pathétique. Mais tout de suite après, tu pourras descendre, le déjeuner sera servi. » Tessard adorait la musique et regrettait de ne jouer d'aucun instrument, bien qu'Ernestine affirmât que c'était là un passe-temps coûteux et inutile. « Comme c'est beau !» murmurait-il. Habituellement, le jeu des femmes reste inférieur à celui des hommes. Il n'a pas cette puissance, cette autorité. Et il écoutait de nouveau l'inconnu marteler le clavier, avec un sens profond de la musique,
une douceur dans les nuances, une sûreté qui le ravissait. « Amédée !» cria Ernestine sur le pas de la porte. « Il est 12h30, viens donc manger, voyons !» Tessa revint à pas lents pour ne rien perdre de la sonate qui s'achevait. « Eh bien, qu'est-ce qui te prend ?» demanda sa femme. « Tu as l'air tout endormi. »« J'écoutais la musique, » dit-il en s'asseyant et en disposant sa serviette sur ses genoux. « La dame qui est chez le voisin joue du piano avec beaucoup de talent. » Ernestine prenait de lourdes cuillerées de hachis dans le plat de terre qu'elle avait sorti du four et les lui détachait dans son assiette à la façon dont un maçon plaque du mortier sur une pierre avec sa truelle. « Comme c'est malin, » dit-elle, « ça ne leur est pas difficile de prendre des leçons à ces femmes-là. Mais, ma bonne, ce n'est pas seulement une question de travail, avant tout il faut être doué. Et cette personne était douée. Tu sais ça, toi, pour l'avoir entendu une fois pendant 10 minutes. Tiens, tu m'amuses. » En se servant largement du vin rouge, elle riait d'un air sarcastique, laissant voir sur le côté une canine qui s'abîmait. « J'imagine, » reprit-elle, « quel genre de femme ça peut être, quelle dame, comme tu dis, pour venir ainsi en catimini chez un ancien cabotin. L'as-tu vu arriver ce matin, toi? Non, moi non plus. Elle devait être là dès hier soir. Ce Varnier libre, ils n'ont pas besoin de se cacher. Lui sans doute, mais elle, ça doit être une de ces femmes mariées qui... Enfin, une espèce de poule. » « Après tout, ça ne nous regarde pas, » dit Tessa. « Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle joue du piano à la perfection. » Chapitre 2. Le lendemain matin, au fond de son jardin, Tessard mélangeait de la terre et du sable pour préparer, sous cloche, des boutures de rosier buisson quand il entendit marcher de l'autre côté du grillage, à quelques pas de lui. Il leva la tête et reconnut son voisin qui se promenait l'air pensif. « Bonjour, monsieur Tessard, » dit Varnier en s'arrêtant. « Voilà un beau temps pour jardiner. »« Mais oui, monsieur, un bien beau temps pour la saison. Il faut en profiter, car lorsque les pluies commencent, on ne peut plus faire grand-chose. » Varnier avait le visage fin, des yeux clairs et cette voix travaillée, bien posée, à quoi on reconnaît les gens de théâtre. « J'admire votre activité, dit-il. Je vous vois toujours en train de bêcher, de biner, de tailler, de sarcler. Vous ne devez jamais vous ennuyer, c'est beau. Est-ce que vous n'aimez pas le jardinage? Mon Dieu, je crois que dans des circonstances ordinaires, je ne détesterais pas cela. Il y a beaucoup de choses que j'aime, la pêche, la lecture, la promenade, mais il faut avoir l'esprit tranquille quand on a le cafard. Vous ne vous plaisez donc pas à la campagne? Demanda Tessard, étonné. L'ancien acteur s'étant adossé au tronc d'un vieux prunier, hochait la tête en homme que l'ennui accable. J'aime bien la campagne, au contraire, et cette propriété, le pays qui l'entoure, me plaisent beaucoup. C'est très joli quand on peut envisager l'avenir avec sérénité, quand on termine sa vie à deux, ou que l'on a des enfants, mais lorsqu'on est seul... Tessard pensait que son voisin avait une agréable façon de lutter contre la solitude. « Vous ne vous êtes jamais marié, monsieur Varnier ?» demanda-t-il pour meubler un silence qui devenait gênant. « Mais si, et j'ai été très heureux pendant 10 ans, seulement nous vivons séparés depuis quelques mois. »« Je comprends, » dit Tessard. « Ça ne doit pas être drôle. » Varnier regardait droit devant lui, sans rien voir, évidemment. Tessard le plaignait. « C'est toujours une faute, paraît-il, » reprit l'ancien acteur, « d'épouser une femme beaucoup plus jeune que soi. Mais raisonne-t-on quand on aime? J'ai commis cette faute-là. 20 ans d'écart, c'est beaucoup. Au début, on ne s'en aperçoit guère. Mais quand on attrape 55 ans et que la femme n'en a que 35, bien sûr. À mon âge, après une carrière bien remplie, on renonce à beaucoup de choses. À 35 ans, une jolie femme est encore jeune. Voilà le drame. » Il répéta tristement. « Voilà le drame. Les idées, les goûts se heurtent. On ne s'entend plus. Nous avons jugé plus sage de nous séparer. Et quand nous nous revoyons, comme hier, c'est pour constater que la brisure s'élargit. Ah, c'est madame Varnier que j'ai cru apercevoir hier. C'était elle. Nous avons décidé de rester bons amis. N'est-ce pas préférable? C'est beaucoup mieux, approuva Tessard. Cela laisse quand même la porte ouverte à une entente toujours possible. Oh, une entente. Je ne me fais plus d'illusions. Mais j'estime que dans ces cas-là, c'est au mari à s'effacer. Voilà. Vous comprenez pourquoi, après une visite de ce genre, je puis avoir le cafard. Il fit quelques pas comme pour se secouer. Tessard, apitoyé, le sentait profondément malheureux. « Il faut essayer de vous distraire, monsieur Varnier.
Je sais bien que ce n'est pas facile, mais avec de l'énergie. On tâchera de se faire une raison, dit l'acteur en s'éloignant lentement. Au revoir, monsieur Tessard. Au revoir, monsieur Barnier. Bon courage. Tessard demeura longtemps rêveur, travaillant mollement et sans apporter à sa besogne toute l'attention nécessaire. On envie les gens qui semblent heureux, pensait-il, et voilà ce qui se cache derrière leur bonheur apparent. Ce pauvre homme doit beaucoup souffrir. Il avait dû aller chercher sa femme à la gare de Savenois avant-hier et il l'a reconduite hier soir. J'ai entendu qu'il sortait en voiture. Il l'amenait prendre le train de 20h48 pour Paris. Les confidences de son voisin l'avaient tellement frappé qu'il ne put s'empêcher d'en parler à sa femme en rentrant à la maison. Ernestine passait en revue ses confitures de framboises, dont quelques pots laissaient paraître des traces de fermentation. « Eh bien, dit-il, la musicienne d'hier, qui n'avait pas l'air d'une dame, tu sais qui c'est? La femme légitime de Varnier. » Et il répéta ce qu'il venait d'entendre. « Quel besoin a-t-il de te raconter ces histoires, celui-là » demanda Ernestine. « Ce que je n'aime pas, les gens qui étalent ainsi leur linge sale devant tout le monde. C'est un homme qui souffre. C'est un imbécile. Est-ce qu'on épouse une femme qui a 20 ans de moins que soi? Il devait bien prévoir qu'un jour ou l'autre elle le plaquerait. Tu penses qu'elle doit se gêner? Quand elle vient le voir comme hier, c'est pour le taper. S'il est assez idiot pour marcher, tant pis pour lui. Elle achèvera de le mettre sur la paille, c'est la règle. Tiens, monte donc sur ce tabouret, tu me donneras tous les pots de groseille qui sont sur le rayon le plus élevé. » Tessard commença de passer à sa femme les pots couleur de rubis bien étiquetés et couverts d'un papier transparent. « Je ne crois pas que ce soit tout à fait cela, dit-il. Elle ne m'a pas laissé l'impression d'une femme qui a besoin d'argent, car je lui ai vu de jolies bagues. Du toc, oui. Ce que vous pouvez être naïfs, vous les hommes. Tous les mêmes. Tiens, tu me ferais rire. Ce n'est pas étonnant si ces femmes-là réussissent. De jolies bagues. Dans le genre de celles que tu m'avais offertes pendant fiançailles, probablement. Non. Ça, c'est des conserves de tomates. À quoi penses-tu, voyons, Amédée? Chapitre 3e. Au cours du mois qui suivit, Madame Varnier revint 3 fois. Elle arrivait le soir. Son mari allait la chercher en voiture, à la gare, et le lendemain elle repartait de la même façon. Tessard l'apercevait de loin, se promenant dans le jardin où elle ne restait jamais longtemps, à cause du temps sans doute, car si un rayon de soleil dorait encore parfois les feuillages d'automne, les matinées et les soirées devenaient fraîches. Il lui arrivait pourtant de s'attarder sous une sorte de tonnelle bien abritée, dont l'on jouissait d'une belle vue sur la vallée. Les parois à claire-voie de cette tonnelle se doublaient d'une toile de tente à rayures jaunes. Madame Varnier devait aimer cette retraite, car elle y passait de longs moments et Tessard l'entendait fredonner des airs d'opéra et d'opéra comique. Elle n'est pas triste comme son mari, pensait-il. Au fond, ça se comprend, elle est jeune, c'est lui qui souffre. Et sincèrement, il plaignait son voisin avec lequel il échangeait quelques mots aimables quand le hasard les rapprochait. Lorsque Madame Varnier se mettait au piano, Tessard se rapprochait pour l'écouter. Il éprouvait un plaisir profond à l'entendre. Malheureusement, cela se gâtait toujours. Les 2 époux ne tardaient pas à se disputer, la femme repartait, et le piano restait muet jusqu'à sa prochaine visite. Quel dommage qu'ils ne s'entendent pas, se disait Tessard. Nous aurions pu faire complètement connaissance. Nous aurions entretenu des relations de bon voisinage. Et j'aurais demandé à Madame Varnier de me jouer quelques-uns de ces morceaux de musique classique qu'elle exécute si brillamment. Au lieu de cela, sans comprendre le plus sûrement ce qu'il disait, il entendait le mari et la femme échanger des propos aigres-doux. Les voix s'élevaient. Varnier fermait les portes et fenêtres, mais au ton, il comprenait que la discussion s'envenimait. Ernestine riait de ce rire impitoyable qui avait don d'exaspérer Tessard, quoiqu'il n'en laissât rien paraître. « Eh bien, ça va à côté, » disait-elle. « Les voilà encore qui se mangent le nez. C'est charmant de sortir à la campagne pour avoir des voisins pareils. Heureusement qu'elle ne vient pas souvent. Chaque fois qu'elle a besoin d'argent, parbleu. Qu'est-ce que tu en sais? Comme c'est difficile à deviner, d'ailleurs je l'ai entendue hier, elle qui parlait de la nécessité de vendre une villa qu'ils ont à Villers-sur-Mer. Naturellement, il était d'un avis opposé. Alors elle a piqué une espèce de crise de nerfs, du chiquet, quoi. Seulement, je remarque une chose, c'est qu'ils se chamaillent de plus en plus. Ils vont finir par se battre. Ce n'est pas mal pour une dame, comme tu dis. La vérité, c'est qu'elle se charge de manger les derniers sous de cet imbécile. Il se laissera faire, tu verras.
Tout cela, ce sont des suppositions et du reste, nous n'avons rien à y voir. Malheureusement, nous sommes obligés d'entendre. Que pouvons-nous y faire? Rien. Mais si ton Barnier n'était pas le crétin qu'il est, il s'adresserait à un avoué, obtiendrait un bon divorce à son profit et nous, au moins, nous aurions la paix. Chapitre 4. Par une belle matinée d'octobre, après avoir lu son journal, Tessa ralluma sa pipe et commença dans son jardin l'une de ces promenades dont il ne se lassait jamais. Comme il arrivait à une quinzaine de mètres de la tonnelle de son voisin, il entendit Barnier qui disait sur un ton résolu « Réfléchis bien, Hélène. Si tu refuses de revenir, si tu me quittes pour cet homme, je suis capable de faire un malheur. J'ai trop patienté, j'ai été trop faible avec toi, je n'en puis plus, prends garde. » « C'est ça, » dit la voix railleuse de la femme, « des menaces maintenant. Et tu t'imagines que tu vas me faire changer d'avis avec des procédés pareils. Tu ne me connais pas, mon bonhomme. Je partirai dès ce soir, tu m'entends, et tu ne me reverras plus. Je vais aller retrouver Maurice. Je vais refaire ma vie avec lui. C'est moi qui demanderai le divorce, tu m'entends, et je l'obtiendrai, et tu me ficheras la paix. Tais-toi, ne me pousse pas à bout. Tu ne comprends donc pas que je suis prêt à tout. Pour ne pas te perdre, faut-il que les femmes soient folles, bon Dieu? Tessa n'osait plus marcher dans la crainte que le bruit de ses pas révélât sa présence. Et il ne voulait pas demeurer non plus où il se trouvait, car si ses voisins sortaient de la tonnelle, il penserait qu'il les avait épiés. Perplexe, il allait quand même se décider à tousser pour avertir que quelqu'un se trouvait à proximité, lorsque la femme reprit d'une voix nerveuse, hachée, comme si elle se débattait contre une étreinte. « Ah, laisse-moi. Tu ne m'empêcheras pas de partir. Si tu ne peux pas me conduire à la gare, je m'en irai à pied, mais j'en ai assez. Laisse-moi, tu me fais mal, lâche, lâche. Et puis tiens, tu me dégoûtes. » Tessa entendit le bruit d'une gifle. « Laisse-moi partir maintenant, » reprit la femme. « Tu ne me reverras jamais. »« Saleté !» cria Barnier au comble de l'exaspération. « Tu l'auras voulu. » Et aussitôt une détonation sèche, un grand cri, deux autres détonations très rapprochées, puis le silence, un silence affreux. Tessard était écrasé. Il dut s'appuyer contre un arbre, car il se sentait défaillir. « Monsieur Barnier » demanda-t-il d'une voix blanche. « Monsieur Barnier, êtes-vous là ?» Il répéta plusieurs fois sa question stupide. Les choses tournaient et basculaient autour de lui. Il crut qu'il allait perdre l'équilibre. La sueur couvrait ses tempes et des bourdonnements envahissaient ses oreilles. « Monsieur Barnier ?» Il lui sembla distinguer un sanglot étouffé, puis la voix de l'ancien acteur s'éleva. « Hélène, Hélène, entends-moi. Ouvre les yeux, Hélène, ma bien-aimée. »« Malheureux !» demanda Tessard. « Qu'avez-vous fait ?»« Je l'ai tuée !» cria Barnier dans une explosion de désespoir. « Son cœur ne bat plus, elle est morte !» Et il recommença de sangloter. Le drame semblait d'autant plus atroce à Tessard qu'il ne voyait rien. Sans aucun doute, le meurtrier avait complètement perdu la tête. Il fallait cependant tenter quelque chose. Cette malheureuse vivait peut-être encore. S'il avait pu passer dans le jardin, mais le grillage, haut et solide, l'en empêchait. Il essayait de se dominer, conscient du rôle qu'il avait à jouer. « Il faut aller chercher un médecin avec votre voiture !» cria-t-il. « Je vous accompagnerai si vous voulez. Ma femme s'occupera de madame Barnier pendant ce temps-là, mais dépêchez-vous !» Barnier sortit de la tonnelle en chancelant. Ses cheveux étaient emmêlés. Il avait des yeux hagards et sa cravate, à moitié arrachée, pendait sur son veston comme si la femme, en se débattant, l'avait tenu par là avant de tomber. « Ce n'est pas la peine, » dit-il d'une voix lointaine. « Tout est fini, elle est bien morte. Malheureux !» L'une des balles l'atteint en plein cœur. « J'ai fait ça, moi, j'ai fait ça !» Il regardait sa main droite. L'extrémité des doigts était tachée de sang. « Malheureux !» répéta Tessa. « Elle voulait s'en aller pour toujours. »« Oui, j'ai entendu. Il faut quand même aller chercher un médecin et puis prévenir les gendarmes. Vous devez vous constituer prisonnier, c'est votre devoir. Sachez montrer un peu de courage, que diable, je suis prêt à vous accompagner. » Le meurtrier eut un rictus qui pouvait passer pour un sourire désabusé. « Je vous remercie, c'est inutile. Je saurai faire ce qui est nécessaire. Tout m'est indifférent désormais. Vous n'avez pas le téléphone ? Non, personne n'est là au village. Il faut que vous preniez votre voiture pour descendre à Savenois. Vous avez raison, j'y vais. Êtes-vous bien sûr que cette malheureuse n'a plus besoin de rien ? Hélas, tout est fini. » Et en pleurant, il se dirigea vers sa maison. Tessa revint chez lui. En arrivant dans la cuisine où Ernestine préparait un ragoût, il s'effondra sur une chaise. « Eh bien, tu es malade ?»
Donne-moi un peu de madère, et puis de l'eau de Cologne, du vinaigre, n'importe quoi. Barnier vient de tuer sa femme. Non. Et tandis qu'elle lui versait à boire, qu'elle tamponnait ses tempes avec une serviette mouillée, il raconta la scène du meurtre. Eh bien, au fond, ça ne m'étonne pas, dit Ernestine. Des gens pareils, il fallait s'y attendre. Et tu étais là. On va t'interroger. Il faudra que tu ailles témoigner à la cour d'assises. Nous voilà bien. Tessard se remettait peu à peu. L'agréable chaleur du madère lui redonnait des forces. « Ce n'est pas tout ça, dit-il. Je dois descendre avec lui à Savenois, passer chez le médecin, à la gendarmerie. Tu comprends? Il n'a plus tout à fait sa tête à lui. Eh bien, et toi? Est-ce que tu deviens fou? Monter dans la voiture d'un criminel, t'asseoir à côté de lui, je te le défends bien, par exemple. » J'avais pensé, risqua timidement Tessard, que pendant ce temps-là, tu pourrais aller voir cette pauvre femme. Il n'est pas sûr qu'il se rende compte des choses exactement. Elle n'est peut-être pas morte. Jamais de la vie. Aller chez ces gens, me mêler d'un crime, tu ne sais plus ce que tu dis. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, il ne faut toucher à rien en attendant l'arrivée de la justice, c'est bien connu. Mais ce que tu devrais faire, toi, ce qui me paraît indispensable, c'est que tu descendes tout de suite à Savenois par la traverse pour prévenir les gendarmes, parce que ton Barnier va sauter dans sa voiture et filer. Il m'a dit qu'il allait se constituer prisonnier. Il te l'a dit pour t'endormir et se ménager la possibilité de prendre le large. Est-ce que tu peux rester jeune, mon pauvre Amédée? Dépêche-toi. Pendant ce temps-là, je surveillerai la route pour voir s'il se sauve. Tu as raison, dit Tessard. J'y vais. Comme cela, j'aurai fait mon devoir. Ernestine lui donna son chapeau, sa canne, lui conseilla, pour ne pas perdre de temps, de sortir par la porte du jardin donnant sur le chemin de traverse et brusquement poussa un cri. « Mon ragoût qui attache! 12 francs d'épaule de mouton, tout ça à cause de cet assassin !» Tessard l'abandonna, furieuse, dans sa cuisine, qu'emplissait une odeur de viande brûlée, et par le chemin de terre serpentant à travers les bois, descendit rapidement vers la petite ville. Tout en se hâtant, il s'efforçait à préciser ses souvenirs pour n'avoir pas hésité quand on lui demanderait son témoignage. Le facteur est passé à 10h05, à 10h07, puisque je venais de regarder la pendule quand je l'ai entendu sonner. Je me suis installé dans la salle à manger et j'ai parcouru l'heure pendant une demi-heure environ. Ça fait à peu près 10h40. Je suis sorti dans le jardin, j'ai regardé les dahlias, j'ai fait le tour de la pelouse, je me suis dirigé vers le potager. C'est à ce moment que j'ai commencé d'entendre la dispute. Il était tout au plus 10h50 lorsque Barnier a tiré. Tessard savait qu'il lui fallait 20 minutes pour atteindre la gendarmerie. Il mit un petit peu moins de temps que d'habitude tant il se dépêchait, et pâle, essoufflé, surgit dans le bureau où 3 gendarmes écrivaient en fumant des cigarettes. « Un meurtre vient d'être commis près de chez moi », cria-t-il en se laissant tomber sur une chaise. Et brièvement, il raconta la scène dont il avait été le témoin auditif. « Oh, mais c'est sérieux, ça, a dit le brigadier, habitué à des histoires de braconnage et des vols de fruits. Faut pas louper notre affaire, je vais téléphoner à Meaux. Le temps que le procureur de la République arrive, nous aurons à nous assurer de la personne du meurtrier, s'il est encore là. Baudalin, allez donc chercher le docteur Manceau. Nous monterons dans sa voiture. Vous viendrez avec nous, monsieur Tessard. » Tessard n'était pas fâché de n'avoir pas à refaire la route à pied, car il se sentait épuisé par tant d'émotions. Mais en même temps, il prévoyait tous les ennuis qui ne faisaient que commencer. Il avait l'impression d'être un peu prisonnier. 5 minutes plus tard, assis entre 2 gendarmes dans la voiture que conduisait le docteur, et fournissant de nouveaux détails à ses compagnons, il remontait la longue côte qui menait chez lui. Ernestine les attendait devant la porte. « Vous arrivez trop tard, » cria-t-il. « Il est parti depuis un quart d'heure. » Le brigadier lâcha un juron, puis « En voiture, naturellement. Oui, je l'ai vu partir par la route de la forêt. »« Faudra lancer son signalement partout. Y a-t-il quelqu'un chez lui ?»« Personne. La femme de ménage s'en allait tous les matins à 10h. »« Le plus pressé est d'aller voir la victime, » suggère le docteur, si jamais elle n'était pas morte. Tessard proposa de passer chez son voisin avec une échelle double qui permettrait de franchir le grillage, et bientôt les 4 hommes s'avancèrent vers la tonnelle. De l'autre côté de la clôture, Ernestine les suivait en pantoufles. Le brigadier entra le premier et dit « Il n'y a plus personne. »« Hein » cria Tessard en se précipitant. La tonnelle était vide. « Il l'a enlevé, » constata le brigadier. « Ça devient pas ordinaire, cette affaire-là. N'entrez pas. Il ne faut pas brouiller les traces. Tenez, la femme a dû tomber là, voilà du sang. » On distinguait sur le sable fin
entre des marques de pas, l'empreinte allongée laissée par un corps et de petites taches rouges. « Voilà un soulier de femme, » dit un des gendarmes, le doigt tendu. « Et le revolver ?» C'était Tessard qui venait d'apercevoir l'arme jetée sous un fauteuil de rotin. « Tout ça est très intéressant, » conclut le brigadier, « mais n'y touchons pas, laissons les choses en l'état. En attendant l'arrivée de ces messieurs, voyons plutôt s'il n'a pas caché la victime quelque part. » Ils parcoururent le jardin bien tenu. Comme ils remontaient l'allée principale conduisant à la villa, le docteur se baissa et montra sur une bordure d'œillet un morceau de tissu rouge à dessins noirs et blancs. « C'est de la soie, on dirait un foulard. » Tessard s'était accroupi près de lui. « Cette écharpe appartenait à Madame Varnier, » déclara-t-il. « Je suis sûr de la lui avoir vue sur les épaules à différentes reprises. »« Il est possible, » dit le brigadier, « qu'elle l'ait perdue en marchant avant le drame. » Ou que l'écharpe soit tombée pendant que Varnier emportait le corps. Car puisque nous ne l'avons pas vue dans le jardin, la victime doit se trouver dans la villa. Ils pénétraient dans celle-ci dont les portes restaient ouvertes. Tout s'y trouvait parfaitement en ordre. Ils visitèrent toutes les pièces, le grenier, les caves, le garage vide, un cellier, et nulle part ils ne découvrirent la moindre trace du cadavre. Le meurtrier, qui après avoir promis de se constituer prisonnier, ne s'était pas rendu à la gendarmerie, avait fui en emportant le corps de sa femme. Chapitre 5e. Tessard passa une journée épouvantable. Vers 15 heures, arrivèrent en voiture des magistrats, des policiers, des journalistes, auxquels il dut, sur place et à plusieurs reprises, raconter ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu et tout ce qu'il savait. Rosalie Ducouret, la femme de ménage, qui venait chaque matin passer 3 heures chez l'ancien acteur, ne savait à peu près rien. Elle n'avait jamais vu Madame Varnier. C'était une paysanne craintive et butée qui, avant tout, devait avoir peur de se compromettre et répétait inlassablement la même chose à tout le monde en tortillant son tablier, le regard fixé au sol. J'arrivais à 7 heures et je repartais à 10 heures, censément, puisque c'était convenu avec monsieur. Jusqu'à 8 heures, je restais dans ma cuisine, préparant le café, lavant la vaisselle. Et puis aussi, j'épluchais les légumes pour le déjeuner. C'était monsieur qui faisait la cuisine, même qu'il s'y entendait bien et qu'il était plutôt gourmand. Quand je lui avais servi son café au lait dans la salle à manger, je faisais le ménage. Ça n'était pas bien fatigant parce que monsieur ne dérangeait rien, il avait beaucoup d'ordre. Ça se peut bien qu'il ait tué cette femme puisqu'on le dit, mais c'était quand même un homme ben comme il faut. Pour ce qui est de la femme, je ne l'ai jamais vue. Je le dis comme je le pense. Elle avait pu venir ici 3 ou 4 fois depuis 1 mois, mais ça s'est trouvé comme ça que je ne la voyais pas. Elle arrivait le soir, et à ce que j'ai compris, et comme elle n'était point matinale, quand je m'en allais à 10 heures, elle n'avait pas encore fini sa toilette. On objectait à Rosalie. « Mais est-ce que vous faisiez la chambre comme d'habitude ?» Sûr et certain que je la faisais vers 9 heures, même que ces jours-là tout était sens dessus-dessous. Des souliers sur le tapis, des bas sur les fauteuils, un corset sur une chaise, et du linge et un sac à main. Est-ce que je sais? Il y en avait partout. Seulement je ne voyais pas la dame parce qu'elle prenait son bain à ce moment-là. Je l'entendais, par exemple, et je te remulot, et je te chantonne. Elle était ben gaie, cette pauvre femme. Que faisait votre patron pendant qu'elle s'occupait de sa toilette? Le plus souvent, il s'enfermait dans la salle de bain avec elle, je les entendais causer. Est-ce qu'ils se disputaient? Pas trop. Ils n'étaient peut-être pas du même avis, ils se chamaillaient ben par-ci par-là, mais comme tout le monde, et ça n'était pas étonnant, puisqu'ils étaient mariés et femmes à ce qu'on dit. On sait ben ce que c'est. En somme, vous n'avez jamais aperçu cette malheureuse, même de loin? Ma tête a coupé. Je ne peux point le dire puisque ce sera un mensonge. Je l'ai entendu, mais je ne l'ai point vu. Et sans consentir à lever les yeux, Rosalie Ducouret posait devant les photographes en prenant une attitude modeste. Madame Tessard avait une fois distingué dans le jardin de son voisin la silhouette élégante de la victime, mais à 50 mètres au moins, à travers les arbres, de sorte qu'elle n'eût pu la reconnaître si on lui avait montré sa photographie. Au sujet du meurtrier, elle ne pouvait que confirmer les détails donnés par son mari. L'ancien rédacteur au ministère des colonies restait le seul témoin intéressant. Aussi les questions pleuvaient-elles de ruses sur lui au point qu'il en perdait la tête. Il avait raconté 20 fois, 30 fois, ses conversations avec Varnier à travers le grillage, les apparitions fugitives de la femme, les morceaux de piano entendus, les discussions, la scène du drame, l'aveu du meurtrier. Et on les lui redemandait toujours,
et on l'obligeait à fouiller dans sa mémoire comme si elle avait été inépuisable. De nouveaux journalistes arrivaient sans cesse de Paris, des gens que Tessard n'avait jamais vus pénétrer chez lui, piétinaient ses plates-bandes, le photographiaient sans lui en demander la permission. Entre deux conversations tournant à l'interrogatoire avec ces inconnus, il lui fallait subir les reproches d'Ernestine. « Voilà ce que tu nous attires avec tes façons de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Si tu n'avais pas fait la causette avec cet assassin, si tu ne t'étais pas intéressé à cette rien du tout sous prétexte qu'elle jouait du piano, nous n'en serions pas là. » Tessard, ne sachant plus où se mettre, fuyait la maison pour retourner dans le jardin, était rappelé par ces messieurs de la police qui voulaient lui poser une question supplémentaire et repassait chez Barnier où il était allé 10 fois depuis le matin. L'un des inspecteurs, étant tombé en arrêt devant la terre fraîchement remuée d'une corbeille, avait émis l'hypothèse que le corps pouvait se trouver enterré là. 2 paysans, requis immédiatement, se mirent à travailler de la fourche et de la pelle, mais il fallut bientôt y renoncer. Barnier n'aurait pas eu le temps de combler une fosse aussi profonde, même en ayant pris la précaution sinistre de la creuser d'avance. Tessard dut raconter une fois encore que, très ému par le drame, il était resté 10 minutes environ dans la cuisine avec sa femme avant de descendre à la gendarmerie. Barnier avait pu, à ce moment, sans être vu, retourner à la tonnelle et porter le corps jusqu'à sa voiture dans le garage. Un inspecteur, jouant le rôle du meurtrier, prit dans ses bras une jeune paysanne choisie dans la foule des curieux et l'emporta à travers le jardin pour que l'on pût constater s'il était facile de l'apercevoir de chez les Tessard. Un peu honteuse, la jeune fille riait tandis que les photographes prenaient de nombreux clichés. « C'est ridicule !» dit Ernestine, qui ne décolorait pas. Une haie de noisetiers, puis une haie de lauriers épais dissimulait d'ailleurs la scène aux témoins. Il était indiscutable que Barnier avait pu enlever le cadavre sans être aperçu. Des reporters qui revenaient de Savenois-en-Brie où ils avaient été téléphonés à leurs journaux rapportaient des nouvelles de Paris. Malgré les barrages établis sur les routes, la description, le numéro de la voiture fourni par un garagiste du pays et le signalement du meurtrier envoyé partout, on ne savait ce que Barnier était devenu. « Parbleu !» dit Ernestine, « il a filé directement sur Paris, 60 kilomètres c'est vite fait, avec un cadavre dans sa voiture. » objecta doucement Tessard. « Il s'en est débarrassé en route. Alors pourquoi l'a-t-il emporté ?» Plutôt que de continuer à discuter cette histoire qui empoisonnait sa vie, Ernestine préféra retourner à ses casseroles. On disait que le juge d'instruction de Meaux était commis pour instruire l'affaire et qu'il ne tarderait pas à arriver. « Hélas !» pensait Tessard, « il va m'interroger comme les autres. Il va falloir raconter tout une fois de plus et à force de répéter les mêmes détails, j'ai peur de me tromper, de me contredire, j'en suis malade. » Dehors, la foule grossissait. Il était venu de tous les environs des automobilistes dont les voitures encombraient la route. Des paysans qui passaient avec des tombereaux de fumier et des charrues devaient s'arrêter, attendre qu'un service d'ordre improvisé rétablît la circulation. Ils protestaient, juraient contre les Parisiens tandis que les hennissements des chevaux se mêlaient au beuglement des klaxons, à des éclats de voix inusités en ce paisible village, et au rire de jeunes filles du pays, venues là, bras dessous, comme pour une partie de plaisir. Chapitre 6e. Malgré sa lassitude, Tessard ne dormit guère cette nuit-là. Lorsque le sommeil s'emparait enfin de lui, il se réveillait en sursaut, croyant entendre encore le cri d'épouvante de la femme au moment du meurtre. « Si ça continue, » dit Ernestine en se tournant vers le mur, « tu vas nous en faire une vie. Nous avions bien besoin de ça. » Il se leva de bonne heure pour être prêt à tout, car il pensait qu'on n'allait plus tarder à le tourmenter de nouveau. En absorbant sans entrain ce petit déjeuner que d'habitude il prenait avec tant de plaisir, il tourna le bouton de son poste de TSF. La veille au soir, les différents speakers n'avaient fait que répéter ce qu'ils savaient. Il éprouvait à la fois de l'ennui et une sorte de fierté à entendre nommer M. Tessard le principal témoin de cette ténébreuse affaire. Mais Ernestine protestait comme si elle avait été éclaboussée de honte. Il écouta sans patience les commentaires sur les principaux événements du monde entier, puis brusquement il s'immobilisa, une tartine à la main, comme s'il gardait la pose chez un photographe. Au sujet du drame de Savenois-en-Brie, mes chers auditeurs, je n'aurais garde d'oublier la lettre que monsieur le ministre de la Justice, qui ne s'attendait pas à être mêlé personnellement à cette affaire, a reçue hier soir du meurtrier lui-même. Monsieur le ministre, écrit en substance Barnier,
Lorsque vous recevrez cette lettre, j'aurai cessé de vivre. Après une existence honnête, j'ai tué ma femme dans un moment d'exaspération, ne voulant pas qu'elle appartienne à un autre. Pour échapper au remords et au déshonneur, je vais me détruire. On trouvera près de moi le corps de ma victime. Je désire que l'on nous enterre ensemble pour que nous soyons, du moins, unis dans la mort. La lettre a été mise à la poste de Tournant 1 heure environ après le drame, mais personne dans la coquette localité de Seine-et-Marne ne se souvient d'avoir remarqué un automobiliste correspondant au signal du meurtrier. On ignore encore, à l'heure actuelle, si celui-ci a mis son sinistre projet à exécution ou s'il s'agit seulement d'une ruse classique pour échapper aux recherches. On a même pensé que cette missive assez bizarre pouvait avoir été envoyée par un mauvais plaisant. Toutefois, un directeur de music hall, ami de Varnier, auquel on a soumis le texte en question, déclare formellement qu'il a bien été écrit par lui. Beaucoup d'entre vous, mes chers auditeurs, se rappelleront avec surprise que l'année dernière encore, ils ont applaudi le meurtrier qui connut à Paris, en province et à l'étranger, une certaine popularité. Si en effet son nom véritable était bien Varnier, il s'appelait à la scène Harry Robson et ses dons de fantaisiste étaient très appréciés dans les music-halls. « Harry Robson » murmura Tessard stupéfait. « Mais je connais ce nom-là. Je l'ai vu souvent sur les affiches. Ce n'est pas étonnant si Varnier ne me rappelait rien. » Ce qu'il avait de mieux à faire était de se tuer. Mais quelle singulière idée d'emporter le cadavre de sa femme. Pour éviter les commentaires désagréables d'Ernestine, il alla faire un tour dans son jardin. Il se sentait tout retourné, et l'air frais de la belle journée d'octobre qui commençait lui fit du bien. Au loin, des brumes légères estompaient les coteaux. Des bandes de corbeaux tourbillonnaient sur la campagne, annonçant l'hiver. Tessard marchait tranquillement, les mains dans ses poches. Sans cette maudite affaire, il aurait fait bon vivre, mais il n'avait pas fini d'en entendre parler. Et justement, comme il longeait le grillage séparant son potager du chemin, une belle voiture au nickel scintillant qui venait de Savenois-en-Brie s'arrêta à sa hauteur. « Monsieur Tessard, sans doute ?»« Oui, monsieur. » Un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un manteau de voyage en poil de chameau et coiffé d'un petit chapeau topé, venait de faire claquer la portière en sautant sur la route. Il s'avança en souriant. « Je voudrais bien vous parler un instant, monsieur Tessard. Je suis Vincent Vernoux, de l'Eure. » Tessard se précipita pour ouvrir la porte. « Ah, monsieur, dit-il, vous me voyez bien heureux de vous connaître, car je suis un de vos plus fidèles admirateurs. Je viens de lire votre intéressante enquête sur la Palestine, comme d'ailleurs toutes celles que vous avez publiées dans l'Heure, mon journal favori. »« Vous êtes vraiment bien aimable, » déclara le reporter, en entrant après avoir donné des ordres à son chauffeur. « De la sorte, je vais me trouver en pays de connaissance. »« Eh bien, monsieur Tessard, je viens vous poser quelques questions au sujet du drame dont vous avez été le témoin hier. »« Vous aussi, » dit sur un ton déçu l'ancien rédacteur au ministère des colonies. « Je ne pensais vraiment pas que vous vous occupiez de ces affaires-là. Je vous croyais spécialisé dans les grandes enquêtes. Vous êtes toujours en voyage ?» Le reporter avait allumé une cigarette et souriait. Tessard admirait son aisance, sa simplicité. On sentait l'homme habitué à ne s'étonner de rien. « Je suis souvent en route, c'est vrai. Mais entre deux randonnées, j'aime assez me reposer un peu en m'occupant d'autre chose. Et je vais vous faire une confidence, j'adore les romans policiers. Quand ils sont bien faits, naturellement. J'ai eu la chance de débrouiller assez heureusement 2 ou 3 drames énigmatiques, et l'affaire Varnier m'a intrigué par plusieurs détails qui me semblent bizarres. Entrons là, voulez-vous » Il montrait un petit abri vitré, transformé en serre, où Tessard, l'hiver, rangeait ses boutons de géranium. « Mais, monsieur Vincent Vernoux, j'aurais été très heureux de vous recevoir à la maison, de vous offrir quelque chose. Nous serons bien mieux ici, » déclara le reporter en s'installant sur un vieux tabouret. « Il y fait bon, cela sent les plantes et le terreau, c'est charmant. Alors, monsieur Tessard, vous connaissez bien ce Varnier ? C'est-à-dire que nous échangeons parfois des propos banals à travers le grillage, de simples relations de bons voisins. Et avez-vous parlé quelquefois à madame Varnier ? Non, pas une seule fois. Je ne peux même pas dire que je l'ai vue, en face là comme je vous vois, mais je l'ai aperçue à travers les arbustes de la haie qui nous séparaient. Si je l'avais rencontrée dans la rue, je ne sais même pas si j'aurais pu la reconnaître. »« Ah !» dit Vincent Vernoux qui paraissait satisfait. « Et croyez-vous que quelqu'un ici l'ait connue mieux que vous ? » « Assurément non, monsieur, puisque Rosalie Ducourel, la femme de ménage,
ne s'est jamais trouvé en contact avec cette malheureuse. Elle l'a entendu jouer du piano, chanter et parler comme moi, mais pas davantage. Je sais, j'ai interrogé Rosalie tout à l'heure. Et au moment du drame, c'est-à-dire hier matin, avez-vous vu madame Barnier dans le jardin avant qu'elle pénétrât dans la tonnelle? Non, monsieur. C'est en passant par hasard derrière la tonnelle que j'ai entendu la discussion puis les coups de revolver. Après, Barnier est sorti et m'a dit, comme je l'expliquais, qu'il venait de tirer sur sa femme, mais je n'ai pas vu celle-ci. Lorsqu'elle jouait du piano, au premier étage, pouviez-vous l'apercevoir? Je ne crois pas, car le piano est placé à quelques mètres de la grande baie vitrée qui éclaire la pièce. Barnier et sa femme se promenaient-ils souvent ensemble dans le jardin? Tessard parut faire un effort pour préciser ses souvenirs. Vous me demandez des détails bien inattendus. Je ne sais plus très bien. Je ne crois pas toutefois les avoir aperçus ensemble, ce qui n'est pas surprenant puisque le ménage allait si mal. Non, ils ne se promenaient pas côte à côte, mais il leur arrivait de se tenir dans la cour qui sépare la maison du jardin. Je les y ai entendus faire la conversation. Tessard ne comprenait pas pourquoi les yeux brillants du reporter semblaient révéler une grande satisfaction. Et, demanda encore Vincent Vernon d'un air détaché, à aucun moment vous n'avez aperçu Barnier pendant qu'il transportait le corps de sa femme vers le garage, avant sa fuite? Non, monsieur, j'étais effondré dans ma cuisine. Ce meurtre m'avait bouleversé. Je comprends cela, dit le journaliste en se levant. Voyons, je crois vous avoir demandé tout ce qui m'intéressait. Il est inutile que j'interroge d'autres personnes dans le pays, puisque vous êtes en somme le seul témoin du drame. Ah, un détail encore. Avant de connaître le Barnier retiré à la campagne, le voisin, aviez-vous eu l'occasion de le voir sur la scène, au music-hall? Jamais, monsieur. Ce nom de Harry Robson me dit maintenant quelque chose. Je me rappelle l'avoir vu sur des affiches, mais j'étais loin, jusqu'à aujourd'hui, de me douter qu'il s'agissait du même homme. Je croyais que ce Barnier était un ancien acteur, un acteur de théâtre. Il ne vous avait jamais parlé de sa carrière? Jamais. C'est étrange de la part d'un artiste. Ils sont généralement moins modestes. C'est vrai. D'un coup de doigt, Vincent Vernou projeta devant lui la cendre de sa cigarette. J'allais oublier quelque chose. Il y avait en somme très peu de sang dans la tonnelle. Quelques gouttes seulement sur le sable, là où, d'après les empreintes, on voyait bien que le corps était tombé. La police a prélevé ce sang pour le faire analyser. Cela me paraît bien inutile, dit le reporter en riant. On ne découvrira certainement pas qu'il s'agit de sang de lapin. Bien entendu. Je vais vous dire aussi que Barnier, quand il m'est apparu, aussitôt après le drame, avait du sang sur les doigts. J'ai pensé depuis qu'en cherchant à voir si le cœur battait encore, il avait posé la main sur la blessure. C'est assez vraisemblable, en effet. Vincent Vernou semblait tout à fait content, et Tessard s'expliquait de moins en moins ce qui pouvait tant lui plaire dans les détails qu'il venait de lui fournir. Maintenant, je vais aller visiter le studio et examiner le piano. Elle jouait bien, n'est-ce pas? Admirablement. Voyez-vous, monsieur, j'adore la musique, et c'était une joie de l'entendre, rien que du classique et un doigté, un sentiment. Il suivait l'allée conduisant à la porte où le reporter avait laissé sa voiture. C'était une excellente musicienne, dit Vincent Vernou. Sans doute ignorez-vous qu'elle jouait au music-hall non seulement du piano, mais de la guitare, du saxophone, de l'accordéon, tout un numéro très réussi. Son nom de scène était Hélène Laurie. Je l'ignorais, en effet. Cela explique bien les choses. Voilà donc pourquoi je prenais tant de plaisir à l'écouter. Ils se quittèrent comme des amis. Chapitre 7e. On n'avait toujours retrouvé ni le cadavre, ni Barnier, ni la voiture. Certains émettaient l'opinion que le meurtrier avait pu se jeter dans un fleuve ou encore à la mer du haut d'une falaise. D'autres, sceptiques, assuraient qu'il courait encore, ce qui n'expliquait pas l'enlèvement de la victime. Tessard avait raconté ce qu'il savait au juge d'instruction. Le surlendemain du drame, il était convoqué de nouveau par celui-ci au tribunal de Meaux et s'apprêtait à partir quand le facteur, en glissant dans sa boîte l'heure auquel il était abonné, lui apporta une nouvelle stupéfiante. Et tout d'abord, aucun article de Vincent Vernou. Pourquoi le reporter qui la veille paraissait si intéressé par les précisions qu'il lui donnait n'en avait-il tiré aucun parti? Cette petite déception, Tessard ne l'éprouva qu'après coup. Sur le moment, en dépliant le journal libéré de sa bande, il n'avait vu qu'un titre qui lui arracha un cri. « Ernestine, Ernestine, viens voir, c'est formidable !» Ernestine se pencha sur son épaule et lut « Coup de théâtre dans le drame de Savenois-en-Brie. Madame Barnier,
qui n'a pas vu son mari depuis 1 an, téléphone au juge d'instruction. Celui-ci l'entendra cet après-midi. « Ça alors ?» dit Tessa, « c'est plus fort que tout. Mais si elle n'est pas morte, qu'est-ce que c'est que cette femme qui l'a tuée? Le journal nous le révélera peut-être ?» Il lure. Au moment de mettre sous presse, nous apprenons qu'un véritable coup de théâtre vient de se produire dans le drame de Savenois-en-Brie. L'artiste de music-hall bien connue, Hélène Laurie, épouse légitime de Varnier, que l'on croyait tomber sous les balles de celui-ci, vient de téléphoner au juge d'instruction de mots qu'elle est vivante et se met à sa disposition pour être entendue. Séparée de son mari depuis 1 an, elle n'a pas revu Varnier depuis cette date et ne s'est jamais rendue à Savenois-en-Brie. La victime serait donc une autre femme et l'on se perd en conjectures sur les motifs qui ont pu amener le meurtrier à induire en erreur son voisin M. Tessard, puis la justice sur la personnalité de celle qui l'a tué. Dans ses amis de Varnier, qui ne l'auraient jamais cru capable de commettre un meurtre, se demandent si le départ d'Hélène Laurie, car celle-ci l'avait quitté, n'a pas provoqué chez l'artiste des troubles d'ordre cérébral. Un détail étrange qui n'a pas manqué de retenir l'attention des enquêteurs est que tout comme Hélène Laurie, la malheureuse tuée à Savenois-en-Brie était elle aussi une excellente pianiste. Quoi qu'il en soit, on semble s'acheminer vers un dénouement rapide de cette étrange affaire, et la déposition de Madame Varnier, victime ressuscitée, ne manquera pas de soulever cet après-midi un gros intérêt. En attendant, si celle que l'on croyait morte est retrouvée en bonne santé, le meurtrier qui devait se faire justice n'a été revu, lui, ni mort ni vivant. Mais ce coup de téléphone émane-t-il d'Hélène Laurie? Ne s'agit-il pas d'une mauvaise plaisanterie, voire d'une ruse encore incompréhensible de l'assassin? « J'avoue n'y rien comprendre, » murmura Ernestine, comme s'il n'avait compté sur elle pour débrouiller cet imbroglio. « Cela n'est pas surprenant, ma bonne amie, » dit Tessard, « puisque Vincent Vernoux, qui est un reporter de premier ordre, ne paraît pas y avoir vu plus clair que nous. Oui, c'est un drame bien compliqué. Enfin, j'apprendrai sans doute des choses intéressantes à mots, et je te raconterai cela ce soir. » « Ah, tu n'as pas fini de courir, va avec cette histoire-là. Et je me demande comment la tante Chloé va prendre la chose, car elle va savoir par les journaux que nous y sommes mêlés. Ça t'apprendra à te lier trop facilement avec le premier venu. » Tessa hocha la tête avec lassitude. Depuis des années, ils attendaient l'héritage de la tante Chloé, qui malgré son grand âge, se portait plutôt mieux qu'eux. Il acheva ses préparatifs, car il devait être entendu de bonne heure. Pendant le trajet, il prépara ses réponses, se demandant avec inquiétude si le juge n'allait pas lui poser des questions imprévues. Il avait peur de paraître hésiter et de donner l'impression qu'il en savait plus qu'il ne voulait le dire. Pourvu, pensait-il, que Varnier se soit bien tué, l'action tomberait d'elle-même et tout serait fini. Ce qui le préoccupait le plus, c'était d'avoir un jour à témoigner devant la cour d'assises si l'on jugeait le meurtrier. En sortant de la gare de Meaux, il reconnut des journalistes, des photographes, qui s'étaient occupés de l'affaire les jours précédents et se tint prudemment à l'écart. Leur curiosité l'obsédait, mais comme il arrivait devant le tribunal, il vit venir à lui, souriant et désinvolte, Vincent Vernoux qui descendait de sa voiture. « Pour quelle heure êtes-vous convoqué, monsieur Tessard ?»« Pour 2h30. »« Je crois que vous passerez plus tard, cher monsieur. »« Si vous passez aujourd'hui, car il pourrait bien y avoir du changement. Madame Varnier est attendue d'un instant à l'autre et le juge la recevra avant tout le monde. » Il souriait toujours d'un air un peu mystérieux en regardant les gens autour de lui. « C'est invraisemblable cette histoire-là, » dit Tessard. « Comment aurait-on pu supposer que cette malheureuse qui l'a abattue n'était pas la vraie Madame Varnier? Il me l'a déclaré formellement, je viens de tuer ma femme. Et les jours précédents, alors que je ne lui demandais rien, il m'avait bien expliqué que c'était sa femme qu'il recevait, sa femme dont il était séparé. »« Il vous l'avait expliqué, » dit Vernoux en riant, « parce que son intérêt était de vous le faire croire. C'est un malin, ce Varnier. Vous croyez qu'il s'agissait d'une ruse? Tout est possible, cher monsieur. »« Il doit savoir quelque chose, » pensait Tessard, observant avec étonnement le manège du reporter. Tout en lui parlant, celui-ci continuait de regarder les curieux de plus en plus nombreux contenus par des gendarmes et des sergents de ville. Le chapeau un peu en arrière, la cigarette aux lèvres, il dévisageait les nouveaux arrivants avec une insistance presque indiscrète. Croyant qu'il posait pour la galerie, Tessard était un peu déçu, car il l'aurait cru plus simple. « Il en arrive du monde, dit-il. » En allant à leurs affaires, des passants s'arrêtaient dans l'espoir d'apprendre quelque chose,
Mais on voyait aussi des gens qui, sans aucun doute, étaient venus là spécialement. De vieux messieurs, des retraités qui formaient de petits groupes, des femmes du peuple en cheveux, des enfants en regard étonnés, et jusqu'à une dame âgée en grand deuil dont on apercevait les cheveux blancs à travers son voile de crêpe. « Pensez, dit Vernou, l'affaire devient sensationnelle. Connaissez-vous Madame Barnier ? Mais oui, enfin je veux dire que j'ai eu l'occasion de la voir en scène. Quand je vous demandais des renseignements, hier matin, j'étais loin de me douter qu'il s'agissait d'elle. C'est une jolie blonde d'une 30aine d'années. Vous allez la voir tout à l'heure. Elle arrive de Paris en voiture. Je croyais lire un article de vous ce matin dans l'Heure, monsieur Vincent Vernou. Le reporter éclata de rire. J'avais bien des choses à dire, murmura-t-il entre ses dents comme s'il craignait d'être entendu des groupes voisins. Mais je pense pouvoir vous expliquer bientôt pourquoi j'ai préféré attendre. Il y avait un lecteur auquel je ne voulais pas faire part de mon opinion. Ah, voici, je crois, une voiture intéressante. Oui, c'est Madame Barnier. Et le moment est venu d'ouvrir l'œil. Pendant la foule, une voiture fermée s'avançait. Aussitôt, ce fut la ruée, débordée. Le service d'ordre s'efforçait de dégager la place. Une dame blonde élégante, qui semblait jeune et jolie, regardait avec appréhension à travers la glace, semblant hésiter à descendre. Un monsieur rasé, très chic, l'accompagnait. Ayant ouvert la portière, il la retint un instant avant de sauter à terre le premier. Des gens criaient « C'est elle, c'est elle !» Ayant repoussé un peu rudement les curieux, les gendarmes avaient réussi à ménager un passage pour qu'Hélène Laurie pût gagner le tribunal. Vincent Vernou s'était précipité. Tessard vit qu'il se trouvait tout près de la voiture, mais au lieu de la regarder, il continuait d'observer la foule autour de lui. « Quel cabotin !» murmura-t-il. « C'est dommage, il était si sympathique. » Une grande rumeur s'éleva de la foule quand Hélène Laurie apparut, grande, mince, gracieuse dans une robe verte, un manteau de castor qui affinait encore sa silhouette et coiffée d'un petit chapeau vert. Inquiète, émue, elle fit quelques pas rapides dans la direction du tribunal. L'homme qui l'accompagnait la soutenait par le bras. Elle baissait la tête pour dissimuler ses traits aux photographes qui la mitraillaient avec leurs appareils. Vernou se tenait à sa droite, un peu en arrière. Le groupe allait passer devant la vieille dame en deuil que Tessard, étonné, avait remarqué, car elle jouait des coudes pour se maintenir au premier rang des curieux. Brusquement, dessous le long voile de crêpe qui cachait à peu près totalement son visage, Tessard vit surgir une main qui tenait un revolver. Mais Vernou avait bondi. Sous son étreinte brutale, le bras se dressa vers le ciel. Une détonation claqua sèchement. Il y eut des cris d'épouvante, des remous, des fuites éperdues. « Salopard !» cria la vieille femme d'une voix forte. Vernou lui tenait toujours le bras. De la main gauche, il lui arracha son chapeau, son voile, une perruque blanche, et Tessard, médusé, reconnut Barnier. Pâle, hagard, ridicule dans son accoutrement, il tremblait de rage et se débattait en forcené. Des gendarmes s'emparèrent de lui. « Vous pouvez le conduire directement chez le juge, » dit Vernou. « C'est Barnier. » Très calme, le reporter, qui avait perdu son chapeau dans la bagarre, le ramassa et alluma une cigarette. Une partie de la foule en débandade avait reflué vers le meurtrier depuis que des chaînes lui enjoignaient les mains. « À mort! À mort !» Les gendarmes, protégeant de leur mieux Barnier sur lequel pleuvaient des mottes de terre et des cailloux, le firent pénétrer dans le tribunal. On y avait déjà transporté sa femme qui s'était évanouie de peur. Tessard avait réussi à rejoindre Vincent Vernou qui, en riant, se dérobait aux questions de 20 confrères. « Je ne dirai rien, » déclara-t-il. « Vous savez que c'est une règle de notre métier de travailler chacun pour soi. Pour connaître les dessous de cette histoire, vous pourrez toujours lire mon papier demain matin. » Mais le reporter, comme des chiens à la curée, continuait de le harceler. « Mon vieux, vous n'êtes pas chic. Dites-nous seulement si vous savez que cet attentat allait se produire. »« Aviez-vous vu Hélène Laurie avant ? Sais-tu qui est la femme tuée à Savenois-en-Brie ?» Battant en retraite, Vernou s'arrêta un instant. Il riait. « Ça, oui, je le sais, mais je ne puis le dire. L'explication complète se trouvera dans l'Heure, demain matin. » Et prenant Tessard par le bras, « Venez avec moi, vous qui n'êtes pas journaliste. Nous avons le temps de causer avant que le juge nous appelle. » Chapitre 8e. Il l'entraîna chez le concierge du tribunal qu'il connaissait. Au passage, le compagnon d'Hélène Laurie, que l'on ranimait, l'arrêta pour lui exprimer sa reconnaissance. La jeune femme revenait à elle, le regard encore durci par la terreur,
Une odeur d'éther flottait dans la loge. Le concierge leur ouvrit sa salle à manger. Après la scène violente à laquelle il n'avait rien compris, le tumulte du dehors dont lui parvenaient les échos, Tessard était tout surpris de se trouver dans cette pièce calme. « Je vais avoir à témoigner moi aussi, à l'instant, » dit tranquillement Vincent Vernou. « D'ici là, comme j'ai confiance en votre discrétion, je peux vous fournir quelques explications, mais surtout pas un mot à mes confrères qui vont certainement vous assiéger. » « Je ne leur répondrai même pas, » assura Tessard, flatté. « C'est à vous, en somme, que je dois d'avoir deviné le dessous des cartes. Et sauver cette pauvre femme, elle a bien failli passer. Mais comment aviez-vous compris? C'est merveilleux. Un détail m'avait frappé dans votre déposition, mon cher monsieur. C'est que vous n'aviez pas vu Varnier et sa femme ensemble dans le jardin. De plus, vous aviez aperçu madame Vanier, mais de dos, de trois quarts, sans jamais contempler son visage. D'autre part, Rosalie Ducouronne ne l'avait pas vue du tout. Madame Varnier arrivait le soir en voiture et repartait de même la nuit venue. Varnier aurait voulu la cacher, qu'il ne s'y serait pas pris autrement. C'est pour cela qu'au début j'avais pensé qu'il s'agissait d'une femme mariée. Oui, mais quand il a reconnu qu'il venait de tuer sa propre épouse, cette raison ne tenait plus. Je continue. Vous n'aviez fait qu'entrevoir la femme vivante, mais vous n'avez pas vu le moindrement la femme morte, ni vous ni personne. Et sa disparition semblait tout de même joliment extraordinaire. J'ai cherché à apprendre qui était exactement ce Varnier, ou plutôt ce Harry Robson, car c'était l'acteur qui m'intéressait. Je savais qu'il s'agissait d'un fantaisiste de music-hall, d'un artiste au talent très souple, chanteur, danseur et comédien, mais je voulais posséder des détails sur sa carrière, sur sa vie privée, et voici ce que j'ai appris. Pour ce qui est de la vie privée, le désaccord banal entre un mari trop âgé et une femme trop jeune. Vous venez de voir Hélène Laurie, elle est jolie, elle a 34 ans. Il y a environ 14 mois, elle a quitté Varnier pour suivre un garçon très bien, très riche, celui que vous avez vu à l'instant, qui est à côté et qui l'a fait renoncer au music-hall. Sans doute craignait-elle tout de son mari, dont elle connaissait le caractère vindicatif et haineux. Aussi a-t-elle disparu sans que Varnier puisse retrouver sa trace. Se cachait-elle en province, à l'étranger? Nous le saurons tout à l'heure. Ce qui n'est pas discutable, c'est que Varnier aimait passionnément sa femme. Il a compris qu'elle ne lui reviendrait plus. Son caractère s'était déjà aigri lorsqu'il lui avait fallu cesser de paraître en public. Son numéro, en effet, exigeait une sveltesse, une légèreté qu'avec l'âge il ne possédait plus. Il est possible aussi qu'il se soit retiré de la scène pour se faire oublier, pour rendre confiance à sa femme et l'amener à négliger les précautions qu'elle prenait pour se cacher. Toujours est-il qu'il voulait se venger et qu'il a mûri son plan avec une ingéniosité qui m'enchante. Je parle en homme de métier, bien entendu. Restait sa carrière artistique. Je pensais bien y trouver des indications précieuses. J'ai donc interrogé des directeurs qui l'avaient engagé, des artistes qui avaient été ses camarades. Et voici ce que j'ai appris. Il a tâté un peu de tous les genres, ce Harry Robson, jouant l'opérette et la revue, présentant plusieurs numéros au music-hall. Il a été, suivez-moi bien, l'un des meilleurs imitateurs de Frégoli. Vous avez connu Frégoli? Je pense bien, dit Tessard, souriant à se souvenir de sa jeunesse. Je l'ai vu tenir à lui seul tout un spectacle de l'Olympia. Eh bien, Harry Robson excellait, paraît-il, lui aussi, dans les transformations, tour à tour vieux paysan matois et danseuse espagnole, apache en casquette et fine diseuse de café-concert, dont on admirait non seulement la voix, mais l'élégance, le chic, le sex appeal. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je trouve ça curieux, dit Tessard, qui n'y comprenait toujours rien. Quand je suis allé vous voir hier matin, reprit Vernou qui parlait plus vite, emballé par son sujet, j'avais déjà des soupçons, mais en vous quittant, je suis allé visiter la maison de Varnier et surtout le studio. Il y avait un piano. Or, Varnier n'en jouait pas, mais il avait pu conserver l'instrument de sa femme pour le cas où elle reviendrait. Il y avait donc un piano, mais en cherchant dans un placard avec un aimable inspecteur de police que je connais depuis longtemps, j'ai découvert un phonographe tout neuf dont personne n'avait parlé parce que Varnier le cachait soigneusement. Pourquoi cet homme seul et triste? Désespéré par le départ de sa femme, s'était-il acheté récemment un phonographe pour écouter Hélène Laurie jouer du piano, m'a expliqué le policier qui passait les disques en revue. Je n'ai rien objecté, mais j'aurais pu lui faire remarquer que si ces disques, sans exception, étaient tous des enregistrements de morceaux de piano,
Pas un seul d'entre eux n'avait été exécuté par Hélène Laurie. Celle-ci était au music hall une excellente musicienne fantaisiste jouant de plusieurs instruments, mais je ne crois pas que les éditeurs de disques aient fait appel à son concours. Alors, avant même que Madame Barnier ait révélé qu'elle vivait toujours, j'avais compris. Vous en avez de la chance. La femme que vous avez vue, que vous avez entendue chanter, jouer du piano, hurler de terreur au moment de sa mort, n'a jamais existé, mon cher monsieur. Hein? Cria Tessa, abasourdie. Quand elle jouait du piano, c'était le phono qui marchait. Quand elle se promenait dans le jardin, prudemment à une certaine distance pour attirer votre attention, c'était Barnier lui-même, fantaisiste, illusionniste, dans l'un de ses numéros à transformation. Dans les conversations et les disputes qui vous parvenaient, il tenait habilement les deux rôles, comme tant de fois il les avait joués sur la scène, et l'on n'a pas trouvé de cadavre parce qu'il n'y en avait pas. Ça alors, quand je vais le raconter à ma femme, mais le sang, il y en avait peu, juste assez pour vous convaincre du meurtre. Vanny avait dû se piquer le bout d'un doigt. Et pourquoi toute cette comédie qui le plaçait dans une situation si dangereuse? On pouvait l'arrêter. Il avait bien choisi son coin, étudier le pays et ses voisins, pas de téléphone, la gendarmerie à 2 kilomètres. Avec sa voiture, il pouvait filer, déjouer les recherches sans doute à l'aide d'un de ces déguisements qui lui étaient si familiers. En tout cas, son but était atteint. En faisant croire qu'il venait de tuer sa femme dans des conditions étranges dont la presse allait s'emparer, il obligeait à sortir de sa retraite celle qu'il avait vainement cherchée depuis 1 an. La meilleure preuve que son plan était bon, c'est qu'il a réussi. Barnier a su par les journaux, ce matin, qu'Hélène Laurie avait donné de ses nouvelles, qu'elle serait à Meaux cet après-midi. Il n'en demandait pas plus, et il a bien failli réussir. Dites donc, si nous allions voir un peu comment va cette charmante femme. Ainsi s'achève Meurtre sans victime par Jacques Cézambre.